Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma Mazda RX-7 FD. Ça faisait un moment que j'en parlais et que je devais faire la présentation, etc. Et puis au final, le manque de temps et plusieurs projets différents qui ont fait que voilà, ça a pris du retard. Donc je vous la présente aujourd'hui, je l'ai depuis 2019. Donc je l'ai acheté pendant le Covid. Le projet était bien engagé depuis un moment, mais le Covid est passé. Donc du coup, je l'ai acheté entre les deux périodes où on a eu les trêves là, pour le Covid au niveau du travail. Globalement, c'était assez compliqué d'aller la chercher parce que il y avait des quarantaines à respecter si on allait à l'étranger. Je me rappelle plus, il y avait différents trucs comme ça. Bref, c'était l'enfer. Donc du coup, j'ai tout fait par correspondance, on va dire. Donc j'ai surtout appelé le vendeur et j'ai utilisé un transporteur donc qui s'appelle Shiply. S'il y en a qui souhaitent faire des imports aussi, je recommande, hein. Franchement, j'ai payé un peu moins de 500 € pour le transport depuis Birmingham en Angleterre. Donc, je sais pas si vous voyez où c'est, mais c'est globalement assez loin de Londres. Donc, c'est au nord-ouest de Londres, à au moins 2-3 heures de route, jusqu'à Calais pour 500 €. Donc, voilà, globalement, c'était pas très cher. Concernant l'homologation, c'était un peu le branle-bas de combat parce que je savais pas trop dans quoi m'embarquer. Je n'avais jamais homologué de voiture étrangère à l'Union européenne. Donc en fait, globalement, ça reste assez simple, hein. Il faut un contrôle technique valide, il faut un quitus fiscal qu'on se fournit auprès du département. Il faut une présentation à la DREAL qui va nous dire ce qui est en conformité et non en conformité. Il nous faut le certificat de conformité de chez le constructeur. Donc là, en l'occurrence, Mazda qui m'a fourni un certificat de conformité partiel, donc du coup qui stipulait ce qu'il y avait à vérifier dessus ou différents tests à faire. Et en l'occurrence, là, j'avais 3 tests à faire à l'UTAC qui étaient une pesée, test des freins avec l'ABS et qu'est-ce que j'avais de plus? Et un test de sonorité. Donc rien de fou, hein, à part le test de sonorité, la voiture elle arrivait avec un pot en 100 mm. Donc vous imaginez le bruit que ça fait. Du coup, l'Adréal m'a obligé à acheter un pot d'origine que vous voyez là. Globalement, c'est pas plus mal parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Donc c'est bien une japonaise, même si elle a transité par l'Angleterre. L'avantage de la prendre en Angleterre, c'est qu'à l'époque, l'Angleterre faisait encore partie de l'Europe, donc du coup, il n'y avait pas de frais de douane pour l'achat d'un véhicule là-bas. Donc ça, c'était voilà un coût en moins, hein. C'est pas négligeable parce que ça représente un certain pourcentage vis-à-vis du prix de vente de la voiture. Donc voilà, elles sont reconnaissables. Bon, déjà, elles ont diverses écritures à droite à gauche comme ça, mais surtout, elles ont que 6 chiffres comme numéro de série après le FD3S, contrairement aux européennes qui en ont, si je dis pas de conneries, 10. Donc voilà ce qui fait la différence entre les européennes et puis les japonaises. Donc c'est une E-Fini, enfin même pas, c'est une Mazda Speed E-Fini, alors que les autres elles ont un autre logo, les européennes. Je vous montrerai ça. Sinon globalement rien à dire sur la vente, hein. Franchement le mec a été hyper honnête, hyper sérieux. La voiture elle dormait tout le temps à l'abri, ça se voit, de toute façon la peinture elle est vraiment très propre et le châssis ça va, il a un peu de corrosion de surface, mais franchement elle a passé 15 ans de sa vie en Angleterre, donc c'est un peu normal. Mais sinon elle présente super bien, la peinture est très propre. J'ai pas eu de grosses surprises à son arrivée. Les seuls trucs qui m'avaient été signalés, c'était que il y avait un bruit de pompe à essence quand on mettait le contact. C'est du grand n'importe quoi en fait, c'était l'antenne qui tournait dans le vide et du coup qu'on entendait une espèce de frottement à l'intérieur. Je vous le montrerai en vidéo.
Elle est arrivée sans contrôle technique. Donc j'ai dû faire un check-up complet avant de pouvoir l'emmener au contrôle. Donc il y avait un amortisseur qui était HS qui fuyait et en plus le ressort avait pété. Donc du coup j'ai remplacé les 4 amortisseurs par des combinés filetés Tain Flex Z, ils appellent ça. Donc franchement ils sont hyper polyvalents, ils ont 8 positions de réglage, c'est franchement top vis-à-vis de la dureté. Comme ça on peut gérer aussi bien sur circuit que sur route tous les jours, donc franchement c'est top. Vis-à-vis du moteur, donc on a eu un rebuild complet fait en 2018 avec facture. Donc ils ont révisé tout le rat nest, hein, ils ont tout repassé en durite silicone. Donc j'ai bien la facture du rebuild. Ils ont changé un housing et une plate, donc sûrement le moteur avait été jusqu'à la casse. Alors le seul souci d'avoir eu ça, c'est que je peux pas contrôler ce qui a été fait dessus vis-à-vis de la métrologie dans le moteur, à savoir combien d'espace ils ont mis au niveau des segments et quelle cote ils ont appliqué. Donc du coup le seul moyen de voir c'était test de compression. Donc ça va, je suis à 6 bars et demi. Donc c'est pas trop mal en soi, c'est pas fou mais c'est largement suffisant. Il y avait un truc aussi qui avait disparu, c'était ce support là vis-à-vis des relais, ce qui contrôle en fait le radiateur. Donc vous avez 4 différents relais qui sont tenus par cette patte de fixation là, il n'y était plus. Il manquait aussi une espèce de renfort de tunnel pour comment ça s'appelle, pour l'arbre de transmission qui n'était plus là non plus. Donc ça pareil, je les ai retrouvés en Angleterre. L'admission elle était en mauvais état, enfin c'était les durites d'origine. Donc du coup elles étaient un peu craquelées et avec le turbo, du coup j'ai pas pris le risque, j'ai tout changé par du silicone et des tubes en alu. Donc pour le moteur, c'est bien un moteur spécifique, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le moteur Wankel avec 2 rotors. Vous avez d'ailleurs Villebrequin qui explique très bien ce qu'est que le moteur Wankel, avec, qui était donc l'inventeur qui était Félix Wankel, puis qui a été repris par différentes marques dont Citroën et Mazda. Et au final, c'est Mazda qui a réussi à sortir un moteur digne de ce nom et à concurrencer dans les années 90 et faire partie plutôt du lot de voitures qui ont fait du Fast and Furious. Puis pareil, qui nous ont fait rêver quand on pouvait choisir cette voiture dans Gran Turismo. Donc globalement, vous retrouvez la même sauce que sur les autres, hein. Biturbo qui était très à la mode dans les années 90, 255 chevaux d'origine, donc voilà, ça pousse vraiment pas mal. 25 litres au 100. Et par contre, vous avez, comme sur toutes les autres japonaises, enfin du moins d'origine du Japon, vous avez une limitation à 180 km/h. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. En gros, il ne fallait pas que les voitures construites par les différents constructeurs qui étaient Mazda, Nissan et Toyota puissent distancer la police. Donc du coup, ils avaient bridé les voitures à 180 km/h, sauf que c'était juste vraiment histoire de faire bien, parce qu'en fait, quand tu vois que la Toyota Supra, elle avait un moteur qui pouvait encaisser 1000 chevaux sans aucune modification, enfin, c'était juste incroyable. Pareil, celle-là, il y a juste à changer le turbo, faire une map et on sort 600-700 chevaux. Enfin bref, c'est incroyable. Et du coup, ce qui a fait la fureur de ces années-là, c'était ces voitures avec des moteurs surpuissants et tout le monde s'en foutait. Au niveau de l'entretien, à part les rebuilds qui a été fait par l'ancien propriétaire et moi qui ai fait les 4 amortisseurs, il y a aussi j'ai fait aussi donc l'embrayage qui arrivait en fin de vie quand elle arrivait en France. Ça se sentait quand on passait la 3 et qu'on tapait fort dans les tours. L'embrayage patinait. Donc là, je me suis dit, waouh, il est temps de le changer. Donc voilà, un autre changement. Et sinon, globalement, de l'entretien standard, hein, filtre à huile, de l'huile. Qu'est-ce que j'ai changé? Un filtre à air, des conneries, quoi. Mais franchement, vraiment pas déçu. De cette... Après, la cote de ces voitures est en train de complètement exploser parce que vous avez plus aujourd'hui. Dans les voitures modernes, la sensation qu'on pouvait trouver dans ces voitures-là. Et aussi, c'est des voitures uniques parce qu'il y a eu une centaine de vendus en France, donc globalement, ce qui fait une voiture globalement assez rare et qui ressort un peu, qui est différente d'une Mégane RS ou de ce genre de voiture pour les mêmes gammes de prix. Après, je pense que c'est une voiture qui a une place hyper importante dans l'histoire de Mazda. La preuve en est, j'ai même été invité par l'équipe de tournage de Canal+ pour la sortie de la nouvelle Mazda MX-5. Du coup, on a été invité pour le tournage sur une journée au château de Chailly. Je vous laisse visionner les images.
Salut les gars, comment ça va? Rémi a lui aussi importé une Mazda d'outre-Manche, la légendaire RX-7. Elle est belle cette voiture, elle ne vieillit pas. Ça fait quasiment 300 chevaux ça, non? 255 d'origine. Ce qui est très sympa aussi, c'est que quand tu rentres à l'intérieur, tu vois que tu as vraiment c'est l'impression du cockpit. C'est orienté pour le plaisir de conduire. Clairement, là, quand on s'assoit dedans, c'est vraiment, on sent que déjà c'est pas prévu pour des gros gabarits. Et après ça, on est super bien tenu de tous les côtés. Une autre pièce d'usure que j'ai aussi dû faire réviser au Canada parce qu'il y a un spécialiste là-bas qui a vraiment l'habitude de ces compteurs de RX7. En fait, avec le temps, les condensateurs, il y a une puce en particulier, il saura mieux l'expliquer que moi. Il s'appelle Michael Gagne, vous pouvez aller voir sur Instagram et Facebook et autres. Il en fait plein et il vous montrera quelles pièces sont à changer. Mais en gros, je l'ai envoyé là-bas parce que j'avais plus de compteur et le compte tour ne s'affichait plus. Et après ça, j'ai eu la jauge à essence qui ne fonctionnait plus. Bref, j'avais plein de symptômes qui m'indiquaient qu'en gros, il fallait que je fasse réviser mon compteur. Donc, je l'ai envoyé là-bas. Alors, ça coûte un peu cher, hein, ça m'a coûté 300 et quelques euros avec l'envoi, la réparation, etc. Mais au final, le résultat est top. Vis-à-vis de l'instrumentation, on est quand même assez bien servi. On a la pression d'huile, la température d'eau, un beau contour. Et de base, on n'avait pas du tout ce compteur-là. Parce que de base, on va que jusqu'à 180 km/h. Donc du coup, j'ai pris un compteur rev limiter. Je trouvais globalement sympa, donc j'en ai profité en même temps de l'envoyer chez Michael pour le faire changer. J'ai ajouté aussi 2 manomètres parce que je trouvais qu'il en manquait un peu. Donc c'est un manomètre de température d'huile et un manomètre de pression de turbo. Donc voilà, je trouvais que ça manquait un peu. Globalement, sinon au niveau de l'intérieur du cockpit, c'est franchement propre, hein, c'est vraiment sympa à conduire. J'ai dû installer pour l'homologation aussi un anti-brouillard arrière qui est obligatoire pour une homologation. Donc j'ai retrouvé un bouton d'origine avec une petite diode en plus pour l'allumage, ce qui fait un peu plus sympa que ce bouton là qui était à la base prévu, que le mec en Angleterre avait fait. Donc du coup celui-là il me sert à faire l'allumage forcé de mon ventilateur quand je suis en usage intensif. Et celui-là qui fait plus propre pour l'anti-brouillard arrière. Alors après, vis-à-vis de la portière passager, il me reste un tout petit truc de cosmétique à changer. On va le changer avant d'aller faire un tour. Je m'occupe du changement de la poignée qui est complètement cassée, donc elle arrivait comme ça. J'en ai trouvé une sur ebay.uk, donc voilà, il n'y a plus qu'à changer. Donc vous avez 2 vis devant ici, une vis qui se cache ici, et vous en avez une autre juste là. Donc après ça, il faut enlever aussi les 2 petites custodes devant et derrière pour faire sortir le panneau de porte. Petite astuce pour que le panneau de porte rentre nickel. Donc cette pièce là en fait on la met en dernier. On met d'abord le panneau de porte et ensuite on met cette pièce là. Parce que sinon ça passe pas avec les 2 commandes qui sont là. Bon allez, fini le blabla, on va aller faire un tour. Et je vais vous laisser sur ces quelques mots. Mais surtout si vous avez des questions vis-à-vis de l'homologation, n'hésitez pas, je serais ravi de vous répondre en commentaire et d'aider aussi des mecs comme moi qui souhaitent homologuer ou une japonaise ou une européenne, ce sera toujours avec plaisir. Allez, salut!